Écoutez, Monsieur René Combe, je n'ai pas besoin de le présenter. C'est un habitué de l'optométrie, que ce soit à Sétif ou à Oran. Je voudrais juste dire que je viens avec beaucoup de plaisir chez vous, à Sétif, et que c'est ma deuxième université. Voilà. Donc, vraiment, je suis chez moi, ici. Et je pense que René va dire la même chose. Vous êtes chez vous, ici. Merci, oui. Merci. Alors, madame. il va nous présenter sa communication. C'est le développement de la vision du bébé et de l'enfant, dépistage précoce, guidance parentale et éducationnelle. Vous avez 45 minutes, c'est ça? Vous avez 45 minutes au max. Voilà. Allez-y, monsieur. Merci, Madame la Présidente, pour cette présentation très amicale, très gentille. Tout d'abord, bien sûr, mes remerciements pour cette invitation. Heureux de retrouver Sétif, heureux de retrouver ce bel amphithéâtre. Donc, merci à toute l'équipe, à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré pour que ça se réalise. C'est vrai que c'est dur de passer comme ça après une belle entrée en matière qui a été faite par notre confrère et ami espagnol. J'ai beaucoup apprécié. J'aurais sans doute quelques remarques, si ça me vient à l'esprit, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure au cours de la présentation. Alors on va parler de la vision du bébé. Alors ce sera peut-être un peu moins high-tech que ce qu'il a présenté, mais quand même, et peut-être que justement on pourra intégrer donc dans ce qui est nommé ici les appareillages comme celui qu'il a nommé. Première chose à dire, c'est que au départ, la vision de l'enfant, c'est le chaos, c'est chaotique. Donc j'ai pris une belle appellation donc latine, ça c'est en référence au fait que j'ai fait du latin quand j'étais au lycée, mais bon, c'est l'ordre à partir du chaos. Et on va voir qu'effectivement la construction donc de la vision du bébé se met en place, se met en ordre petit à petit, step by step, voilà. Et donc du coup, eh bien, les choses qui sont chaotiques au départ deviennent après régulées. Et l'idée bien sûr par rapport au mot guidance, qui n'est peut-être pas forcément très connu, mais qui est un terme qui est utilisé par nos confrères canadiens qui parlent comme ça et qui parlent de guidance parentale. La guidance, c'est le fait d'aider les gens, les parents, enfin tous les gens qui sont dans le mode de l'éducation à faire en sorte que le développement se fasse de manière correcte, ce qu'on appelle donc l'orthodéveloppement. Alors ça c'est autour bien sûr des 3 schémas. C'est pas quelque chose qui est nouveau parce que, comme vous le savez, je suis un optométriste dit développemental, à savoir que je ne m'intéresse pas qu'aux yeux, je m'intéresse au développement bien sûr de l'individu, de l'enfant et jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et donc les 3 schémas sont toujours le schéma corporel, le schéma mental et le schéma spatial. Et vous allez voir qu'ils sont indissociables d'un bon développement. Je m'arrêterai plus particulièrement sur le développement de la vision binoculaire qui est en lien avec le schéma spatial. C'est parce que le bébé va bouger dans l'espace, parce qu'il va ramper, puis après il va marcher à 4 pattes, etc., qu'il va pouvoir construire une bonne coordination binoculaire. Alors on va revoir un tableau que j'ai déjà soumis, mais que j'ai un petit peu sans doute modifié depuis d'autres fois. Ce sont les relations qui existent entre la vision, l'organisme et le milieu. Déjà, d'entrée, vous voyez que je parle de la vision, je ne parle pas de la vue, parce que la vue, c'est pas tellement intéressant. La vue, c'est fait une réfraction, œil droit et gauche, puis souvent, ça s'arrête là. Et on sait très bien que ce n'est pas une bonne approche pour pouvoir s'occuper des yeux et faire une compensation. Alors il y a 3 systèmes, qui est le système viscérotonique, le système musculo-squelettique et le système cortical, qui sous-tendent les 3 processus visuels qui nous intéressent particulièrement et qu'on va développer: l'émétro, hémétropisation, donc développement de l'émétro, ensuite la binocularisation, développement de la vision binoculaire, et l'identification, le développement de tout ce qui est schéma mental, qui comprend notamment l'apprentissage grapholexique, apprendre à lire, à écrire, etc. Tout ça, bien sûr, marche dans un ensemble qui est le milieu, l'environnement, et on va voir quelle est l'influence, la bonne influence ou la mauvaise influence de ce milieu sur le développement de la vision. J'ai recité vite les 3 schémas pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, on va parler donc de ces 3 schémas associés aux 3 processus visuels, et le but, ça c'est très important, c'est de ne pas perturber, j'ai même écrit de ne pas détourner le développement naturel de ces processus-là. Et on va voir que parfois, les parents croyant bien faire sont dans l'erreur parce qu'ils détournent le développement naturel. Premièrement,
le schéma corporel. Alors là-dedans, ben, j'ai mis les trois composantes importantes qui sont l'extéroception, donc ben, ce sont les 5 sens, d'accord, dont la vue, l'audition, etc., le goût, etc. Et donc ceci est bien, mais on voit que c'est pas suffisant parce que de plus en plus, et dans une approche donc globale de l'individu, dans une approche holistique, eh bien on parle également donc de la proprioception. Et donc cette proprioception, on peut même l'appeler le 6e sens, comme si on avait un 6e sens et que finalement, dans le passé, on a défini 5 sens et c'est pas suffisant parce que effectivement, c'est bien d'avoir de bons yeux, d'avoir une bonne vue, d'avoir même si vous voulez 20/10 d'acuité visuelle, mais c'est pas suffisant pour pouvoir être bien dans l'espace, pour être bien dans sa peau, dans son corps et dans l'espace. Il faut autre chose et c'est ainsi qu'on parle beaucoup de posture, de posturologie et qu'on parle également, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le syndrome de déficience posturale. D'accord ? C'est intéressant parce que là aussi ça permet de déboucher sur une approche donc prismatique qui est complètement hors des sentiers classiques. Voilà. Et donc c'est une chose sur laquelle je n'irai pas aujourd'hui, mais c'est très intéressant et en tant qu'optométriste, on est obligé de s'en servir. Quand il y a des syndromes comme ça qui après aboutissent chez les enfants à des dyslexies ou quand on a des gens, des patients qui ont eu des traumatismes, d'accord, avec des concussions, avec des commotions, pardon, en français, des commotions cérébrales. Et la seule façon, une des façons de les aider à ce qu'ils se sentent bien pour aller dans l'espace, ne serait-ce que monter, descendre des escaliers, ce qui paraît tout bête quand on a un sujet qui n'a pas d'anomalie, eh bien avec des prismes, on arrive à faire des miracles. Je mets des guillemets, évidemment. Ça bloque à nouveau. Ah, voilà. Alors, si on développe un peu plus le schéma spatial, je n'irai pas trop loin, mais quand même, je tiens à le dire. Il y a au départ la motricité involontaire. Motricité involontaire qui s'appuie sur ce qu'on appelle les réflexes primitifs, les réflexes posturaux. Ils sont très, très, très importants, parce que quand ces réflexes ne sont pas bien intégrés dans la petite enfance, d'ailleurs il faut savoir que ça commence des fois in utero, il commence in utero à se mettre en place, et bien après l'enfant ou l'adulte peut avoir des problèmes qui ne seront jamais résolus par toutes les thérapies qu'on voudra imaginer parce qu'on n'a pas pensé à vérifier. Alors ça c'est une approche qui n'est pas nouvelle parce que, notamment pour ne citer que les 2 derniers, avec le réflexe asymétrique tonique du cou et le réflexe donc symétrotonique du cou, je vous en reparlerai dans un moment, ça préside le développement de la vision binoculaire. Quelque part, ce sont les racines, d'accord, les fondations de cette vision binoculaire. Alors oui, qu'on remonte assez loin dans le développement, mais il faut quand même y penser. Après, cette motricité devient intentionnelle, elle est contrôlée, puis elle est complètement automatique. Lorsque nous écrivons en tant qu'adultes, la motricité se fait automatiquement, d'accord ? Voilà. Quand vous conduisez une voiture également, vous n'êtes pas en train de réfléchir à si je dois mettre mon pied comme ceci, comme cela, mon pied droit, mon pied gauche, passer les vitesses, si toutefois c'est une voiture à commande manuelle. Le schéma mental, alors on va en parler un tout petit peu, mais bon, il y a des grands mots si vous voulez, mais ce qu'il y a à retenir surtout, c'est que si le schéma mental est bien développé, il y aura un équilibre, une harmonie visuelle, mais également, j'ai envie de dire, une harmonie corporelle, une harmonie même psychologique. Alors je ne vais pas faire la psychologie de cuisine parce que je ne suis pas psychologue, ce n'est pas mon métier, mais il n'empêche que la psychologie, on peut en parler. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce que vous avez dit, mon collègue espagnol, quand vous avez dit qu'on pouvait donc s'occuper de tout ce qui était correction, compensation, enfin chercher, détecter la myopie, ben, c'est parce qu'on a des images qui sont dans le réel, et ce qui est plus problématique, eh bien, c'est le fait que quand les images sont virtuel en arrière, là on a du mal donc à trouver la correction. Et ça marche également au niveau psychologique. Est-ce que finalement le myope il est plus dans le réel? Est-ce que l'hypermétrope il est plus dans le virtuel? Est-ce que, dit d'une autre façon, les hypermétropes sont plus rêveurs, les enfants hypermétropes sont plus rêveurs à l'école, et on en voit. Et donc, je ne dirais pas que, on va dire, enfin, passer comme ça très rapidement, et de manière sans doute fausse, dire bah, l'enfant est rêveur, donc il est hypermétrope. C'est quand même un peu trop simple. Mais c'est une question qu'on peut se poser en ayant une approche donc globalisée, comme je le disais. Tout d'abord, on va parler des modifications, rapidement, anatomiques et réfractives au niveau de l'œil, de la naissance donc jusqu'après,
l'enfant qui a 6 ans, et puis peut-être lorsqu'il devient adolescent, la longueur axiale change. Alors au début, elle change énormément, puisqu'elle change à peu près de 1 mm donc, par an, et puis petit à petit, après, elle ne change plus que de 0,1 mm par an. Mais ceci est à retenir parce que dans l'approche que l'on a maintenant des sujets myopes, pour le contrôle de la myopie, vous savez qu'on regarde de manière précise avec donc des appareils pour mesurer l'évolution de la longueur axiale. Alors elle évolue, c'est normal. Vous allez me dire oui, mais il est bien connu que chez l'enfant, le diamètre à la naissance, le diamètre de l'œil est assez grand, assez volumineux, comme celui de la tête. On dit que le bébé il a une grosse tête par rapport à son corps. Eh bien, c'est vrai, l'œil est plus grand également, mais il n'a pas fini de croître. Et donc, c'est sur ceci qu'il va falloir veiller pour que les choses se passent correctement. En termes de cornée, il y a un astigmatisme qui peut être relativement important jusqu'à 6 mois, et puis après, il diminue progressivement. Vous voyez, ce que je suis en train de dire déjà, c'est que quand on s'occupe donc d'optométrie ou d'examens pédiatriques, il faut y aller doucement, c'est-à-dire que chez des bébés, on va trouver des anomalies de réfraction, mais qui sont développementales et qu'il ne va pas falloir se précipiter pour pouvoir les compenser. En ce qui concerne le cristallin, là aussi, il y a des changements qui sont importants, puisque, comment dire, la puissance va diminuer avec une augmentation donc, du diamètre du globe. Néanmoins, il y aura une hypermétropie qui est bien connue, que l'on va trouver donc sous cyclopégie, pour les gens qui sont fanatiques de la cyclopégie. Si on n'est pas fanatique de la cyclopégie, et si ou, parce que ça existe dans certains pays, on ne peut pas utiliser des cyclopégiques, eh bien on va utiliser son skiascope. Et à ce que je sache, et je l'ai vu tout à l'heure encore dans la précédente présentation, le skiascope, vous avez vu, c'est celui qui donnait des résultats presque le plus fiables. Donc, une fois de plus, quitte à passer pour... pour un vieux schnock ou quelqu'un qui n'est pas en lien avec la modernité, le skiascope, ça nous rend des services énormes. Et donc, moi, ça ne me gêne pas de travailler, si je ne peux pas le faire avec cyclopégique, parce que je peux très bien y arriver, très bien dépister donc, ce que j'appelle traquer l'hypermétropie, parce que les hypermétropes, il y en a à l'appel, évidemment, on ne le sait pas. Et donc, on peut traquer, entre guillemets, cette hypermétropie avec des techniques telles que la technique de Mohindra. Alors ceci peut paraître un peu compliqué, mais ce que je vais vous montrer surtout, c'est que il y a donc avant la naissance des variations viscérotoniques, on les retrouve également à la naissance avec le bébé, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ordo-ab-chaos, c'est-à-dire qu'il y a du désordre, il y a du chaos au départ, mais petit à petit, ce qu'on va retenir, c'est qu'ici, l'hypermétropie, qui peut être relativement importante, jusqu'à 2 dioptries, mais des fois, le bébé peut passer également par des états, des comportements myopiques, je n'ai pas dit qu'il était myope, il passe par des comportements, d'accord? Et quand est-ce qu'on trouve ça? Le bébé a faim. D'accord? Il a très très faim, il est souillé, etc. Bon bref, si on fait une skiascopie, on va le trouver avec une tendance myopique, alors que si on lui donne le sein, si on lui donne le biberon, si on le nettoie, si on le câline, etc., il va se relâcher, là, et à ce moment-là, toujours avec un skiascope, on va pouvoir trouver un état hypermétropique, d'accord? Alors cette hypermétropie est importante, puisqu'elle est de l'ordre de 2 dioptries, donc on l'a dit tout à l'heure. Petit à petit, elle va diminuer. Alors j'ai appelé ça le décrescendo hypermétropique. L'important, c'est qu'au bout du compte, on a ici la fameuse hypermétropie physiologique, qui est donc de 0,50 à 0,75, et surtout qu'on trouve un bon équilibre de fonctionnement entre la vision de loin et la vision de près. Je pense que maintenant tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il n'y a pas le même fonctionnement en vision de loin et en vision de près. Oui, il y a l'accommodation, il y a la convergence, il y a toutes ces choses-là qui s'exercent donc en passant du loin au près et réciproquement. Toujours est-il que pour devenir un hémétrope, un bon hémétrope, il faut avoir son hypermétropie physiologique et notamment donc arriver vers l'âge de la scolarisation vers 6 ans. Petit à petit, donc, il y a cet amortissement, il est très important. On peut le mesurer au travers également des variations dioptriques, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais vous savez que c'est un de mes sujets favoris, parce que pour pouvoir s'occuper des myopies évolutives, on fait ce qu'on appelle les variations dioptriques. Après, je mets ça sur un schéma, je fais une analyse graphique des variations dioptriques, et ça permet de savoir quelle est la meilleure compensation. On marquerait au passage que je parle de compensation, je ne parle pas de correction. C'est un mauvais terme, correction. Alors on dit, bien sûr, en tant que prof universitaire, on remet les choses donc correctement, on parle bien de compensation. La correction, bien sûr, qu'on sait la faire, la correction d'une myopie, d'un astigmatisme, etc., on le fait, mais c'est la chirurgie réfractive, ça c'est une autre affaire, d'accord? C'est un autre volet. Bon, ça c'est un petit détail, mais auquel je tiens.
Alors ça rejoint également ce schéma, ça rejoint ce que vous nous avez dit tout à l'heure, en parlant donc du fait que, en fonction donc de la réfraction de base, ou de l'état réfractif plutôt de base chez l'enfant, on va voir si arriver donc à 6 ans, et puis après arriver à 12 ans, donc l'entrée, ce qu'on appelle au cours préparatoire chez nous, et après l'entrée en 6e, eh bien quelles sont les chances de devenir myope ou pas? Alors c'est un schéma qui est bien connu, que l'on doit à Guerzia, qui est un de mes profs aux États-Unis, entre autres, donc pour ça j'aime bien le citer aussi. Et donc on voit que les enfants qui sont ici à tendance myopique au départ, même si à un moment donné ils arrivent à avoir une légère hypermétropie ici, il y a de grandes chances après que lorsqu'ils sont scolarisés et puis qu'ils vont après au collège et au lycée deviennent myopes. Alors que, à l'opposé, les enfants qui ont un développement normal avec une hypermétropie importante, une hypermétropie développementale physiologique normale, on voit que cette hypermétropie, oui, fait son décrescendo et que l'enfant risque de ne pas, enfin, a des chances de ne pas devenir myope. Et ça, c'est important, vous voyez, donc finalement, c'est quelque chose qui est protecteur, et j'en reparlerai donc dans un petit moment. Alors les règles, les recommandations, qui sont pas simplement, enfin, qui sont globales, c'est quelque chose d'international. On dit que chez les hypermétropes sans problème de vision binoculaire, je vais le lire parce que c'est plus simple, avant 1 an, attention à ne pas compenser totalement donc l'hypermétropie, sans quoi on va bloquer l'amortissement de cette hypermétropie. Donc là, c'est pas bien de faire cette chose-là. Pour éviter le risque ambliogène, alors évidemment, le risque ambliogène est lié à la quantité donc de cette amétropie, que ce soit pour un myope, mais il y a peu de chance chez les myopes, mais surtout pour les hypermétropes et chez les astigmates. Ensuite, de 1 an à 3 ans et au-delà, bon, c'est le même raisonnement, on fait attention à respecter l'amortissement. Et puis à 6 ans, on fait la compensation totale, parce que normalement l'amortissement est abouti, et quand il est abouti, ça permet de dire il y a une hypermétropie ou il n'y en a pas, mais s'il y en a une, ce n'est plus quelque chose qui est développemental. Les choses donc se sont améliorées. La binocularisation, deuxième processus ici. Alors c'est un processus de développement, hein, je redis, tant pis, c'est un peu redondant, de la naissance jusqu'à l'adolescence, vous allez voir sur les autres diapos. Ça se construit en parallèle avec le schéma spatial, ça aussi je l'ai déjà dit tout à l'heure. Évidemment, quand je dis ça se construit avec le schéma spatial, c'est de manière privilégiée. Il ne faut pas croire qu'après on dissocie à tout ça. Là évidemment, c'est simplement dans le but didactique ou dans un but de présentation qu'on dit il y a 3 schémas, on les coupe en morceaux, au même titre qu'on coupe en morceaux et métro, bino, identification. C'est un ensemble. Okay, donc il y a bien une interdépendance entre le développement donc, du schéma spatial et notamment le développement locomoteur et le développement de la cornétion binoculaire. C'est ce qui est dit dans la dernière phrase ici. Là j'ai mis l'accent, si vous voulez, sur le schéma spatial et ce que je viens de raconter, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors j'ai pris quelques exemples, ou un exemple en vous parlant ici des réflexes symétriques toniques du cou. Alors c'est un réflexe archaïque, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait que le bébé donc, prend certaines postures. Là, c'est un réflexe qui est déjà un peu élaboré parce qu'il devient symétrique. Au départ, il est asymétrique. Voilà. Et donc, ceci permet de mettre en place ce qu'on appelle les réflexes de compensation éversion. Ce sont des réflexes donc, de la vision binoculaire que l'on teste très facilement avec une cible en mouvement, voilà, ou un stylo-lampe à condition de ne pas éblouir le patient. Mais ça permet de voir, ce sont les racines également donc, de la motricité oculaire, puis de la coordination. Vous avez un exemple ici donc, de posture, ici, en réflexe symétrique tonique du cou, avec donc, le bébé qui prend ces postures-là et qui sont très caractéristiques. Il les prend également, et je l'ai montré, je pense, d'autres fois sur d'autres diapos, avec l'enfant qui prend son biberon. Il prend son biberon comme ça, voilà. Il le prend à 2 mains, il est comme ça, puis il le tient et il le tête. Et on voit que si on si on coupait le bébé en 2, eh bien on verrait qu'il y a une parfaite symétrie au niveau de son corps, au niveau de ses membres, côté droit et côté gauche. Ça, c'est vraiment symétrique, comme son nom l'indique. Dans ce tableau qui résume donc tout ce que je vous ai dit ou qui pourrait être développé un petit peu plus, ce qu'on doit retenir par rapport à l'objet donc de la présentation, c'est le fait qu'on arrive sur l'unilatéralité. L'unilatéralisation, c'est le fait d'être droitier ou d'être gaucher. Ah oui, on n'est pas droitier ou gaucher à la naissance, d'accord ? C'est vrai que parfois, les choses se dessinent très tôt. On voit chez des enfants qui ont 1 an et demi, à peu près 2 ans, on dit celui-là ou celle-là, il va être droitier ou gaucher. C'est pas complètement faux, d'accord ? Mais bon, ne pas présumer, ne pas forcer, ne pas
comment dire, détourner, comme j'ai dit tout à l'heure, le développement, ça se fera tout seul. L'enfant deviendra droitier, l'enfant deviendra gaucher, il n'y a aucun souci là-dessus, d'accord? Le seul souci qu'il peut y avoir après, c'est par rapport à l'apprentissage donc de l'écriture. Évidemment, on a deux exemples qui sont flagrants, votre écriture et l'écriture donc européenne, où évidemment, il y en a une qui s'écrit de gauche à droite et l'autre de droite à gauche. Alors c'est très marrant d'ailleurs à observer, parce que dans l'écriture donc telle que celle-là, on écrit de gauche à droite. Alors on pourrait dire, c'est quand même un peu plus logique qu'on écrive avec sa main droite, pour écrire comme ça de gauche à droite, parce que c'est plus facile, parce qu'on peut lire ce qu'on écrit, et ça évite donc de faire des caganes, notamment à l'époque où il y avait encore des stylos avec de l'encre. En ce qui vous concerne, l'écriture arabe, où on écrit donc de droite à gauche, ça serait logique d'être gaucher. Est-ce qu'il y a plus de gauchers dans vos pays qu'ailleurs? Réponse, non. Il n'y a pas beaucoup de statistiques, mais il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Pas plus, pas moins, d'accord? Laissez faire, il faut laisser faire. L'important, c'est qu'un droitier devienne droitier jusqu'à la droite. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, surtout dans ce que je vais dire, et qu'un gaucher devienne gaucher jusqu'à la gauche. C'est-à-dire qu'il intègre bien sa gaucherie. Et quand je dis gaucherie, c'est pas un terme méchant, c'est pas un qualificatif, d'accord? C'est parce qu'il doit intégrer correctement donc le fait que, par exemple, pour cette écriture, il faut franchir une étape supplémentaire. Parce qu'il va être obligé d'utiliser sa main gauche pour, de manière qui est normée chez nous, écrire de gauche à droite. Voilà. Donc c'est ça qui est à retenir. Ce qui est à retenir également, c'est l'orthodéveloppement ici. Et puis, je retiendrai également ici ces choses-là. La stéréo, pourquoi? Parce que c'est l'aboutissement de la vision binoculaire. C'est le 3e degré, ça n'a pas changé, d'accord? Voilà. Il y a toujours nos 3 degrés, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de bousculade là-dessus. Et avec, bien sûr, là aussi, l'équivalent en quelque sorte en émétro de l'hypermétropie physiologique, qui est la divergence physiologique, qui doit exister en vision de loin et en vision de près, et avec une différence loin et près, une fois de plus, oui, qu'il y a bien une différence, et si on veut que les choses fonctionnent bien, au même titre que dans une voiture, s'il n'y a pas d'amortisseur, c'est une voiture qui est hyper dangereuse, et bien nous avons des amortisseurs, hypermétropie, nous avons des amortisseurs avec la divergence physiologique, et ici, enfin, vous voyez l'œil directeur. Et oui, c'est important d'avoir un œil directeur, et là aussi il se construit au même titre qu'une construction de latéralité avec la main droite ou la main gauche. Dans le cas idéal, évidemment, et notamment pour des jeunes enfants, et pour que ce soit harmonieux, il vaut mieux que ce soit œil droit, main droite, d'accord, ou œil gauche, main gauche. Et des fois, on a ce qu'on appelle des latéralités croisées, donc c'est un petit peu plus compliqué, et ça peut poser problème, notamment quand les enfants ont des syndromes de 10, on va dire, pour ne pas parler que de dyslexie. Alors l'évolution de la coordination doit se faire sans entrave, d'accord, ok? À bas les parcs, à bas les marchettes. Jamais de la vie, d'accord? Je vous incite, si vous en trouvez, à les casser, à les fracasser, d'accord? À les enlever. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui entrave le développement. Prenons le cas du parc. Alors on met l'enfant dans le parc, évidemment ça soulage les parents parce qu'il n'y a pas à le suivre partout dans l'appartement et surveiller qu'ils ne prennent pas des objets et que ça soit dangereux. D'accord, ça parle pour certains, d'accord, pour les jeunes papas là. Et donc ça fait sourire, mais c'est bien de rendre les choses vivantes également. Que va faire l'enfant dans un parc? Il ne va pas simplement continuer à rester, à marcher, à ramper, à marcher à 4 pattes, faire des choses comme ça. Il va s'agripper au barreau et il va se mettre debout. Alors, s'il a suffisamment de développement et qu'il est proche de la station debout qui va le mener vers la marche, très bien. Mais parfois, ça crée des catastrophes, entre guillemets, parce que l'enfant va se mettre en position debout alors qu'il n'a pas fini d'expérimenter et donc d'intégrer toutes les autres étapes de son développement locomoteur. Donc, il faut éviter cela. Alors, on le voit en consultation, quand des parents nous amènent des enfants. Et alors on fait un questionnaire de développement, bien sûr, une anamnèse, enfin bon, on fait tout ce qu'il faut en amont, bien sûr, mais ça c'est classique, avant de faire un examen quel qu'il soit, que ce soit une réfraction ou un bilan visuel. On pose des questions aux parents et on dit notamment, à quel âge votre enfant a-t-il marché? Et donc il y a des gens qui tout fiers disent, mon enfant il a marché à 9 mois. Il ou elle a marché à 9 mois. Beaucoup plus fort que le petit voisin ou la petite cousine, ou etc., qui lui a marché à 12 mois. Vous vous rendez compte, 3 mois d'écart. Et en général,
les parents regardent la tête qu'on peut faire. Donc, j'ai pas le sourire où je dis pas, ah, mais c'est vachement bien, c'est super, etc. Et il ou elle est en avance, non. En général, je reste plutôt froid. Et donc, si les gens s'en rendent compte, ils disent, mais c'est pas bien de marcher à 9 mois. Ils disent, c'est pas terrible, c'est peut-être un peu prématuré. C'est certainement prématuré. Donc, ne pas pousser les choses. Et donc, le parc, il pousse au vice en quelque sorte. D'accord ? Donc, à éviter le parc, ou alors de manière très limitée. Ça serait peut-être une façon de le dire un peu moins drastique, un peu moins forte. En ce qui concerne la marchette, alors ça, c'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe qui est dénoncée depuis des décennies par les optométristes, ça c'est clair, mais qui est dénoncée également par les autorités chez nous et par des gens, donc par des pédiatres qui commencent à dire « Ah non, pas de marchette ». On appelle ça le Youpala chez nous, c'est un nom de marque probablement, mais bon, voilà. Surtout pas ça. Et quand on regarde ici, alors qu'un petit peu d'habitude, est-ce que vous pensez que l'enfant, quand on regarde notamment ses jambes, il ou elle est prêt à être en station debout comme ça? Non. Là, si il ou elle est en station debout, c'est de manière tout à fait artificielle, d'accord? Et on va lui apprendre à marcher comme on apprendrait ça à un animal qu'on va mettre dans un cirque après, comme un chat ou un chien qu'on fait marcher sur deux pattes ou des trucs comme ça. Et j'ai rien contre les chats ou les chiens ou les gens qui s'amusent ou qui dressent les animaux. Ça, c'est un autre sujet. Mais la marchette, ça, c'est une catastrophe, d'accord? Jamais de la vie de la marchette, d'accord? Autant pour le parc, je peux être tolérant, autant pour les marchettes, je suis intolérant, ok? C'est là, vous pouvez les prendre, les casser, les jeter, etc. Mais surtout, ce qui est mieux en amont, c'est de dire aux parents, non, ne faites pas ça, n'achetez pas ce genre de choses. Maintenant, parlons du troisième processus, l'identification. Alors, je vais aller assez rapidement et faire un résumé. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une maturation donc, des photorécepteurs, avec les segments externes qui s'allongent, avec l'écho notamment qui se concentre pour former le fameux bouquet central, celui qui va nous permettre d'avoir donc l'acuité visuelle. Associé à cela, et sur un plan neurologique, il y a bien sûr la myélinisation et les microneurones d'association. On pourra ajouter également d'autres éléments, mais peut-être qu'on va passer. Alors, la question est, que voit le bébé? On pose souvent cette question-là. Je vais vous amuser, vous allez jouer, si vous voulez bien. Vous venez de naître. Voilà, vous êtes toutes et tous des nouveau-nés. Que voyez-vous sur cette image? C'est quoi? Alors, mettez-le dans votre tête. Vous avez le droit de parler, évidemment, de vous le dire d'un proche à l'autre. Il n'y a pas de souci, mais... Que percevez-vous? D'accord? J'ai même dit que voyez-vous, mais c'est pas bon, hein, je l'ai rectifié après sur mon diaporama, c'est bien que percevez-vous, c'est bien un problème de perception au départ. Votre acuité est frustre, elle n'est pas bonne, d'accord, ok? Ne dites pas que la vision est floue, c'est ce qu'on dit souvent. La vision est indistincte, d'accord? Et ça, c'est un terme qui est important également, et ne pas oublier ces choses-là. Évidemment, je passe sous le détail, donc les autres aspects d'identification. Vous avez grandi, vous avez 3 mois, à peu près 0 et 3 mois. Que percevez-vous? Ça prend du sens ou pas? Peut-être un petit peu plus quand même, mais ça manque quand même de détails, on est bien d'accord. Votre acuité est toujours fruste, d'accord, puisqu'elle est voisine de 1/10. Nous continuons. Ah, vous avez beaucoup grandi, d'accord, 3 et 6 mois. Ah, peut-être que là, vous dites ça, finalement, je pense que c'est... Nous allons le voir, votre acuité, cette fois, est passée à 2/10. On va maintenant entre 6 mois et 9 mois. Votre acuité, donc, a atteint à peu près aux environs de 3/10. Là, vous avez peut-être un peu plus d'idées sur ce que ça peut être. Mettez bien ça dans votre tête, puis après, vous verrez à la fin si vous étiez dans la bonne perception, on va dire. Voilà. On continue. Vous avez maintenant entre 12 et 24 mois. Votre acuité est à 4/10, entre 4 et 6/10. Donc, ça veut dire que votre perception, quand même, est meilleure, bien sûr. Vous percevez, et là, c'est important, parce que pour distinguer après de quelle chose il s'agit, voilà, animal, on peut le dire, parce que maintenant, à ce stade-là, on voit bien que c'est un animal, d'accord, il faut des détails. Et vous allez voir que ces détails sont très importants pour qualifier, justement, pour mettre un nom, le nom exact de cet animal qui est présenté ici. Vous avez entre 4 ans et 6 ans. Voilà. Alors votre acuité, oui, elle obtient 10/10 ou un petit peu plus, ce qui est tout à fait normal. L'identification donc est bien développée. Et vous dites que c'est une... Vous étiez dit quoi? C'était un chat, un chien? Un chat? D'accord, ok, voilà. En fait, c'est un guépard. Vous dites, oulala, mais là, c'est un peu plus
C'est un peu plus complexe. Mais ce n'est pas par hasard que j'ai choisi un guépard. D'abord parce que j'aime cet animal, que j'aurais voulu vivre à l'expatriation avec mes parents dans un pays où j'aurais pu en avoir un, comme un chat ou un chien que j'ai chez moi. Voilà. Mais les détails, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous dit que c'est un guépard? C'est parce qu'il a des signes très particuliers, notamment regardez autour de l'œil, vers l'œil. Vous avez ici donc un maquillage, on va dire, d'accord? Ce qu'on appelle, c'est un larmier. C'est joli comme nom, un larmier, d'accord? Comme si de l'arme avait coulé, et avec le col, ça avait donc fait une trace noire. Et c'est ce qui nous permet donc de reconnaître que c'est ici ce guépard. Alors, bon, c'est un peu amusé. Maintenant, on va revenir donc à des choses un peu plus sérieuses, encore que le reste l'était aussi, quand même, voilà. Que se passe-t-il donc, et quels sont les enjeux majeurs qui correspondent donc au titre de la présentation par rapport à ces processus visuels? En hémétro, ben, on l'a dit, on le redit, c'est l'hypermétropie physiologique. Et vous voyez que j'ai écrit bouclier anti-myopie. Parce qu'effectivement, si on a donc cette hypermétropie physiologique, d'accord, on est probablement plus préservé d'avoir de la myopie. Alors ce qui fait plaisir, c'est que ça, ce sont des idées qui sont anciennes, hein, qui ne sont pas les miennes, que j'ai héritées de mes pères et grands-pères optométristes, on va dire. Mais maintenant, je vois que dans certains milieux, et notamment parce qu'on parle beaucoup de myopie, il y a des gens, et certains confrères, et ça me fait sourire, il y en a qui vont comprendre dans la salle ici, qui parlent d'émétropisation. Waouh! En 2024-25, ils parlent de ça. Alors qu'avant, l'émétropisation, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh oui, il y a bien un processus donc d'amortissement, voilà. Et si on a ça, eh ben, on est protégé. De même qu'au niveau de la vision binoculaire, puisque l'un ne marche pas sans l'autre, l'accommodation ne marche pas sans la convergence, eh bien, vous avez également une sorte de bouclier, entre guillemets, anti-ésophorique. Bien. Pour ce qui est de la décodification, et troisième processus, ben, ça permet d'avoir une efficacité lexique plus ou moins importante. Alors évidemment, on rentre dans le domaine, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, de l'apprentissage de la vision, et de la vision et l'apprentissage. Eh oui, je retourne les choses, mais ce n'est pas jouer sur les mots, ce n'est pas la philosophie non plus. Et votre vision étant parfaitement développée, parce que vous êtes tous adultes et vous faites donc des études supérieures, ben, vous êtes parfaitement capables de lire ce qui est écrit là. Ce qui est écrit ici, d'accord? Alors que normalement, c'est quand même pas une présentation classique. Vous avez tous lu, vous avez tous compris, d'accord? Ça veut dire que nous savons tous lire et écrire, et après, quand on nous présente un message, mais qui est complètement, j'allais dire farfelu, non, mais qui est distordu, si vous voulez, on est capable donc de reconnaître. Alors les étapes de dépistage, elles sont bien connues. Il y a ce qu'on appelle le carnet de santé chez nous, mais je pense que, comme vous avez hérité un certain nombre de choses par rapport à l'histoire entre nos deux pays, c'est à peu près pareil. Mais je suppose que ça se fait aussi mal que chez nous, rassurez-vous. Vous allez dire, on ne fait pas ça chez nous. Mais en France non plus, ça n'est pas forcément bien respecté. En ce qui concerne le dépistage précoce, alors on va rentrer dans des choses qui sont un peu plus délicates et plus lourdes, si vous voulez, mais qu'il faut absolument éviter. Et ça fait partie, bien sûr, du rôle donc, du primary eye care, d'accord, quel qu'il soit, que ce soit un optométriste dans certains pays ou que ce soit l'ophtalmologiste dans d'autres pays. Il y a des signes cliniques donc, au travers desquels il faut absolument passer. Et quand on voit une pupille blanche, alors là, c'est une sonnette d'alarme, c'est un feu clignotant rouge qui est là. Et donc, dès qu'on a ce qu'on appelle une leucocorie, ça fait penser, bien sûr, au rétinoblaste, qui est la pire des situations qui peut exister, parce que des fois ça se termine par l'énucléation. Après, il y a le rôle également, et je suis en train de chercher du regard ici, si je vois notre ami oculariste qui est là, mais qui peut, comment dire, sur un plan esthétique et sur un plan de la self-esteem, rendre un peu quand même d'humanité à ses parents, aux enfants et aux parents. La cataracte, la rétinopathie du prématuré, maladie de Coates, etc., toutes ces choses-là, donc doivent vous faire penser qu'il y a un vrai problème, évidemment. On doit le repérer. Alors on le repère bien sûr avec nos instruments classiques, dès qu'on envoie de la lumière, bien sûr un skiascope, même avec un ophtalmoscope, qu'on envoie de la lumière comme ça, qu'on regarde et qu'on voit une différence sur une pupille blanche. On le voit également lorsque les parents ou des grands-parents nous apportent parfois des photos en disant « c'est bizarre, regardez, là on a pris des photos ce week-end et puis chez mes petits-enfants, chez un de mes petits-enfants, il y a une pupille qui est rouge, qui est normale, en général c'est la rétroillumination sur la rétine liée au flash, donc ça c'est classique. Puis l'autre, elle est blanche. Comment ça se fait? D'accord? Et quand on a ça, et c'est arrivé une fois à ma collaboratrice, on lui a amené ça, et elle m'en a parlé, elle dit, oh là là, il va falloir qu'on pousse l'investigation plus loin. Heureusement, c'était qu'un effet photographique, c'était pas un rétinoblastome. Vous avez également, bien sûr, le glaucome congénital, les cataractes congénitales, je passe assez rapidement là-dessus. Alors, comment peut-on faire du dépistage précoce? Il y a des tests.
qui sont connus et qui existent depuis très longtemps, puisque vous voyez que la méthode du regard préférentiel, qui est faite donc avec la présentation de réseaux, tel que vous le voyez ici, c'est quelque chose qui était, comment dire, une remarque, c'est une chose qui a été découverte par les psychologues au départ, puis après qui a été récupérée par les gens qui travaillent au niveau de la vision. Alors c'est intéressant. Alors là j'en parle aussi avec comment dire, de manière un peu chauvine, parce que Bébé Vision est né à Lyon, dans la ville où je suis, voilà. Et donc c'est un ami et confrère, enfin qui est chercheur surtout, François Vital-Durand, que je salue au passage comme ça, et qui a mis au point cette chose-là, qui a fait rentrer ça donc dans l'hôpital. Et depuis, Bébé Vision a fait beaucoup de petits, parce qu'on a des Bébé Vision un peu partout dans les hôpitaux en France, donc c'est très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce test-là marche très très bien. Il a ce qu'on appelle un taux de testabilité qui est important, autour de 12-14 mois. Il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard, d'accord? Et donc le conseil qu'on donne aux gens, c'est de dire, dès que le bébé est né, vous téléphonez donc à Bébé Vision pour prendre rendez-vous. Parce qu'il faut 9-10 mois pour avoir un rendez-vous, d'accord? Et donc ça laisse le temps à l'enfant de grandir et d'être testé confortable, comment dire, de manière plus fiable. Après, vous avez les tests de réflexe optocinétique qu'on fait avec un tambour, ce qu'on appelle le tambour de Barani. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là. Mais bon, vous voyez que c'est un tambour qu'on fait tourner avec des réseaux et on regarde donc s'il y a un réflexe optocinétrique. Dit d'une autre façon, si ça entraîne également un nystagmus, on peut le faire de manière beaucoup plus simple avec un ruban où vous prenez plusieurs feuilles de papier, vous faites des lignes comme ça, un réseau, d'accord, avec des lignes colorées ou pas, et vous faites bouger cette chose-là et vous voyez comment donc le bébé réagit. D'accord? S'il réagit, ben, c'est plutôt bon signe. De même que vous pouvez faire également le test du réflexe vestibulo-oculaire, donc le lien qu'il y a entre, bien sûr, l'œil et l'oreille. Et donc, vous prenez le bébé comme ça, vous tournez, hop, et vous regardez une fois, 2 fois, et vous regardez si ça provoque un nystagmus. Le nystagmus est une réponse normale dans ces conditions-là, d'accord? Et surtout, vous regardez si, au bout de quelques secondes, le nystagmus s'arrête. Si le nystagmus s'arrête, ça veut dire que tout fonctionne bien, que la vision a repris le dessus sur un système qu'on a excité de manière un petit peu violente par ces gyrations. Et dans ce cas-là, ben, ça veut dire que tout fonctionne bien. Des choses un peu plus classiques, mais auxquelles il faut penser, bien sûr, il y a le phénomène de l'épicanthus. Bon, vous connaissez cette chose-là. Le nystagmus, qui est une véritable énigme, une véritable problématique, et pour avoir travaillé avec beaucoup de nystagmoïdes, avec la rééducation, avec des lentilles de contact, etc., bon, c'est une bouteille à l'encre, parce qu'on n'a toujours pas trouvé la solution, et je ne prétends pas l'avoir trouvé, même en ayant eu pas mal de cas. Le ptosis, qui est embêtant parce qu'il va devenir embryogène, il peut devenir embryogène puisque ça occulte donc la vision. Bien sûr, il y a tout le domaine des strabismes, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Simplement un petit clin d'œil, ou du moins j'insiste un tout petit peu sur le microstrabisme, parce que les strabismes qui se voient comme ça, bah oui, on passe pas à côté, mais le microstrabisme est quelque chose qui peut être zappé parce qu'on ne s'en est pas rendu compte. Néanmoins, quand on a l'habitude de faire les choses au plan clinique, quand vous avez un enfant ou un ado ou même un adulte qui a une acuité visuelle que vous ne pouvez pas faire monter, d'accord, vous n'arrivez jamais à 10 dixièmes, vous restez souvent 9 dixièmes, 9 dixièmes et demi, puis on voit qu'il y a des fluctuations. Vous êtes sûr, à peu près certain, qu'il y a un microstrabisme. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de rester, comme je dis, j'exagère, 2 heures à faire de la réfraction, à rajouter du plus, du moins, à mettre un cylindre, à le tourner, etc. Ça ne sert à rien. Il faut aller, enfin, quand on s'en est rendu compte, ce qu'il faut faire, c'est prendre son ophtalmoscope et faire un test donc, de fixation fovéale. Si la fixation est centrique, si le sujet a donc ce que j'ai décrit, une acuité qui n'arrivera jamais à 10 dixièmes, c'est qu'il y a une fixation excentrique. Et vous pouvez voir donc avec un ophtalmoscope direct monoculaire, ça prend 3 secondes, d'accord, enfin 3 secondes, ça prend, on va dire 30 secondes, d'accord. 3 secondes ou 5 secondes, c'est le temps qu'il faut pour se concentrer, faire regarder et s'assurer de cette fixation centrique ou excentrique. Et c'est important de le faire parce qu'on vous a dire, ouais, mais l'ophtalmoscope quand même maintenant par rapport au matériel qu'on utilise et toute la technologie, ouais, là aussi ça fait peut-être un peu vieux. Non, parce que ça marche très très bien, parce qu'on est capable d'aller repérer, et je vous assure hein, que c'est vrai, des fixations excentriques donc de 0,5 dioptrie prismatique.
C'est très très peu, mais n'empêche qu'on peut le repérer. Et quand vous avez donc une fixation excentrique de cet ordre-là, le calcul, on peut faire le petit calcul, il y a une petite astuce optométrique et clinique que l'on peut faire, ça donne une acuité qui doit plafonner normalement à 7,8 dixièmes. Okay, donc vous voyez bien que là, de toute façon, ça plafonne, et donc on ne peut pas faire autrement. Donc je vous incite à savoir vous servir d'un ophtalmoscope et notamment du test de fixation. C'est le test, vous avez une étoile ou vous avez une toile d'araignée et puis vous regardez si le sujet donc fixe correctement. À condition de le faire aussi correctement, j'insiste là-dessus, c'est que c'est un test pour lequel il faut être très précis, étant donné que la fixation excentrique, on se pose parce que c'est compliqué, c'est une réponse à un problème de vision binoculaire qui se manifeste en conditions monoculaires. Ouais, c'est un peu lourd à cette heure-ci, mais c'est exactement ça. Donc le test doit être fait absolument de manière monoculaire pour le patient et également pour l'observateur. D'accord ? Voilà. Et donc dans ces conditions-là, c'est-à-dire que si vous ne demandez pas au patient de cacher, mais cacher quand je dis c'est occulter carrément, d'accord, l'œil qui n'est pas examiné, votre test il vaut 0. Enfin du moins il n'est pas précis. Ensuite, vous voyez donc le test du Hirschberg, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. C'est comme la devise du loto, hein. C'est facile avec un stylo lampe donc de regarder donc la position des reflets cornéens. Et là aussi, par une petite formule, on arrive donc à connaître, à évaluer le degré de déviation. Alors le degré de déviation, il faut revenir également sur des chiffres parce que j'ai entendu, pas plus tard qu'à une quinzaine de jours, dans un congrès également, quelqu'un qui disait que 1 mm, ça correspondait à 14 dioptries, 14 ou 16 dioptries. C'est un chiffre qui est complètement obsolète, puisque des tests ont été refaits par notre confrère Bruce Wick, qui est enseignant-chercheur à l'université de Houston, aux États-Unis. Voilà. Et donc, on est plus près de 22 dioptries. 1 mm, 22 dioptries, d'accord, ok, ce qui permet d'avoir une évaluation. J'ai pas dit évaluation, j'ai pas dit que c'est ce qui permettait après de donner des chiffres pour que le chirurgien puisse opérer par exemple un strabisme si toutefois on décide d'une opération. Voici ici toute une kyrielle de tests. Alors en 5 minutes évidemment je ne vais pas vous les expliquer, mais ce sont des tests qui sont relativement simples, d'accord. Au début ce sont les réflexes, photomoteur direct, consensuel, alternant, bon ça c'est assez classique. Il y a le test du dépistage à l'hypermétropie, voilà c'est intéressant parce que si vous mettez alors avec un +1 50, ensuite il y a les masquages, qui sont vraiment très importants, et notamment chez les petits, la défense à l'occlusion. Si vous mettez une occlusion avec, ne serait-ce qu'avec un pouce, en général on le fait, et que le bébé commence à se débattre, c'est que vous lui cachez son bon œil, comme on dit, d'accord. Voilà. Le test de skiascopie, voilà, je suis content parce que tout à l'heure, dans les schémas que vous nous avez montrés, on a bien vu que la skiascopie, eh bien, on peut dire ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est très performant, ça fait peur. Surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la skiascopie est quelque chose qui est enseigné à l'université, puis après, les gens l'abandonnent en disant « ouais, c'est trop compliqué ». C'est pas compliqué, mais c'est surtout que ça prend un petit peu plus de temps que d'appuyer sur le bouton. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, bon, tout un tas d'autres tests également sur lesquels je ne m'étendrai pas forcément. Peut-être parler ici du test d'acuité visuelle, donc la mesure avec le test des Broken Wheel. Là aussi, c'est hérité d'un de mes profs aux États-Unis qui avait créé donc ce test-là. Et je parlerai également de la stéréo. 2 tests de stéréo, un test qui est ici, voilà, qui s'appelle le test de langue, enfin, il y en a 2, mais ça permet de le faire chez les tout petits, de faire un dépistage pour la stéréo, parce que souvent, la stéréo qu'on mesure, c'est souvent, il faut que l'enfant soit déjà à peu près à l'âge de 5-6 ans, avec le test de la mouche, qui est un très mauvais test, mais je vais en reparler, mais il n'empêche que ça aide un petit peu à faire les dépistages. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a la stéréo, c'est qu'il n'y a pas de problème de vision binoculaire en dessous, ou s'il y a des problèmes de vision binoculaire, ils sont légers, d'accord? Voilà, donc ça c'est très bien. 1 minute, yes sir. Ok. Et puis, donc du coup, il vaut mieux utiliser ici un test à point aléatoire, voilà, qui est le test donc original, donc qui est créé par la maison mère aux États-Unis. Le test des figures géométriques de base permet de voir l'intégration des différentes latéralités, des différentes directions, en lien avec la latéralité du sujet pour savoir si ça va marcher ou pas dans ces apprentissages. Ici, j'ai cité un certain nombre de matériels que nous utilisons donc au quotidien pour le dépistage en santé oculaire et générale. Oculaire et générale, d'accord, parce que le rôle donc du primary eye care, du praticien de première ligne, c'est de dire,
Bon, je regarde tes yeux, autour des yeux, mais j'aime bien regarder aller au fond aussi, et je te dirai si tu as du cholestérol, du diabète, etc. Et ça, on doit le faire. La tonométrie, évidemment, est un jeu d'enfant, notamment avec des appareils comme celui-ci. Ça, c'est le tonomètre à air, mais j'aime pas trop. Moi, je préfère utiliser le tonomètre à rebondissement induit. On envoie une sonde sur la cornée, on la récupère. C'est le même appareil qui est utilisé dans l'espace, dans la station orbitale. Voilà. Et je passe et je continue. Là, j'ai fini, hein, quasiment, d'accord? Là, donc, on fait un bilan EBI, un bilan émétro, bilan identification. Alors, il y a beaucoup de choses, mais c'est simple. Regardez, il y a un bilan approfondi, vision de loin et vision de près, parce que s'occuper des myopies sans s'occuper de la vision de près, d'accord, ça sert à rien. Une fois de plus, je vais le redire, mettez vos casques, mettez vos ceintures, comme dans un avion, il va y avoir des turbulences. La myopie n'est pas un problème de vision de loin, la myopie est un problème de vision de près. Ok, voilà. Et donc, évidemment, si on ne s'occupe pas de la vision de près, et notamment tous les problèmes accommodatifs, et là aussi, maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs, enfin, et tant mieux, c'est bien. Les bilans biométriques, bien sûr, sont indispensables pour manager la myopie, et puis, bien sûr, pour le dépistage. Je termine ici avec le tableau. Vous voyez, alors c'est un bilan, ça prend du temps, parce qu'il y a tous ces tests-là, une majorité de tests à faire. Voilà, ça c'est le dépistage de la pseudomyopie. Rapidement, je ne veux pas passer là-dessus. Les recommandations. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et désolé, Monsieur le Président, d'avoir dépassé un peu.